C'est quoi votre relation, vous, avec le déjeuner? En fait, quelle importance on devrait accorder à notre repas du matin? Véronique va nous donner tous ses conseils. Et votre solution pour faire de l'activité physique, est-ce que c'est de la faire à la maison peut-être? Je vous dirai certainement pas d'arrêter, mais peut-être d'être un peu plus vigilant. Stéphane va clarifier tout ça. Êtes-vous capable aussi de lâcher prise à certains moments de vos vies? Ça peut parfois être difficile, mais Audrey Saint-Onge va nous outiller. Et à la toute fin de l'émission, on parle transsexualité avec Elliot Marcil, un homme transgenre de l'Outaouais. Tout ça, ça se passe à Question Santé. Est-ce que vous faites partie des gens qui ne déjeunent pas le matin, soit parce que vous manquez de temps, parce que vous n'avez pas faim ou tout simplement parce que volontairement, là, vous sautez le repas? Véronique, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? En fait, c'est pas tant une bonne idée de sauter le déjeuner parce que c'est un repas très important dans la journée. Donc, comme son nom l'indique, manger après une nuit de sommeil, ça permet au corps de déjeuner. Donc, après plusieurs heures de jeûne, le corps a vraiment besoin de carburant pour refaire le plein d'énergie et bien partir la journée. Alors, il faut donner une certaine attention au déjeuner. Oui, absolument. Donc, manger le matin, ça va nous permettre d'éviter des grandes baisses d'énergie en avant-midi. Ça va nous permettre aussi de mieux écouter nos signaux de faim, de satiété tout au long de la journée et de faire des choix d'aliments un peu plus nutritifs dans la journée aussi si on mange le matin. En plus, ça va nous aider à mieux se concentrer et avoir une bonne capacité d'apprentissage. Puis on a remarqué que les gens qui ne déjeunent pas le matin ont tendance à avoir des fringales en avant-midi. C'est normal, hein, le jeûne commence à être long. Puis ils vont être portés à choisir des aliments un peu moins nutritifs et très caloriques parce que le corps réclame de l'énergie là, très, très rapidement. En Amérique du Nord, Véronique, on a tendance à manger rôti, céréales le matin, quelque chose d'assez simple. Mais qu'est-ce qu'on devrait manger réellement? Bien, idéalement, pour avoir un déjeuner qui va être équilibré et nourrissant, on devrait combiner 3 à 4 aliments différents pour aller chercher vraiment tout ce dont le corps a besoin. On veut aussi absolument inclure une source de protéines. La protéine, elle va venir soutenir le corps pour quelques heures et il y a énormément de gens qui manquent de protéines le matin. Comme tu l'as dit, un petit bol de céréales ou une rôtie confiture, il n'y a pas assez de protéines dans un déjeuner comme ça. Pourtant, c'est facile d'en trouver tout au long de la journée, dîner, souper, mais le matin, donne-nous un petit peu des exemples de protéines. Oui, bien les protéines le matin, on peut aller les chercher dans les produits laitiers, donc soit du lait ou une boisson de soya enrichie. Ça peut être du yogourt ou du yogourt grec, ça peut être du fromage, ça peut être des noix, des graines ou des beurres de noix, par exemple beurre d'arachide, beurre d'amande. Ça peut être du tofu soyeux qui se met très bien dans un smoothie et ça peut être aussi des œufs là, qui sont aussi assez populaires le matin. Est-ce qu'on peut en manger à tous les jours des œufs? Oui, en fait, le 2 à 3 œufs par semaine maximum, ça tient plus ça, donc il n'y a pas de problème à manger des œufs régulièrement dans la semaine. Puis c'est tellement un aliment nutritif, donc pourquoi s'en priver? Absolument. Et tu as d'autres exemples, pas juste des protéines, mais des exemples de déjeuner complet, rapide, parce qu'on est pressé le matin. Oui, donc ici, j'ai un gruyot froid. Donc, ça se prépare entièrement la veille, on le met dans le frigo et le matin, c'est prêt. Donc, dans celui-là, il y a de la boisson de soya, il y a du yogourt grec, il y a des flocons d'avoine, de la graine de chia, petits fruits congelés et sirop d'érable. Donc, on mélange tout ça dans un pot maçon, on brasse, on met ça dans le frigo, puis le matin, on peut juste le prendre, s'en aller avec, ou on peut le mettre dans un bol avec des petits fruits puis des noix. Ça va être un beau déjeuner complet, nutritif. Puis en plus, très riche en fibres. Donc, on aime ça pour l'effet rassasiant que ça va nous apporter. Ça va nous aider à maintenir, se maintenir rassasié tout au long de l'avant-midi jusqu'au dîner. Et voilà. Ensuite, j'ai un sandwich matin. Des fois, on ne pense pas à se faire ça à la maison, mais c'est vraiment pas compliqué à préparer et c'est pas si long que ça. Donc, muffin anglais, un peu de mayonnaise, un œuf. On peut même faire cuire l'œuf au micro-ondes, donc pas besoin de sortir les casseroles. Non, on ne veut pas faire de vaisselle le matin. Non! Tomate, fromage, puis on peut simplement l'accompagner avec des fruits, donc nutritif, rapide à préparer. Et ici, j'ai des crêpes. Souvent, crêpes, pain doré, gaufres, on réserve ça plus pour la fin de semaine, mais on peut très bien préparer des grandes quantités, les congeler ou les mettre au frigo. Puis la semaine, un matin de semaine, on peut les sortir, juste les réchauffer. Ça fait différent, c'est nourrissant. Là, ici, on a des petits fruits dessus, mais on pourrait mettre du yogourt, on pourrait mettre des coulis de fruits, de la compote, des noix. Les possibilités sont infinies. On a aussi le smoothie qui est un choix assez populaire le matin.
C'est bien le smoothie, par contre, il faut s'assurer de mettre une source de protéines dedans pour qu'il soit un peu plus soutenant. Et comme c'est liquide, il faut savoir que ça se digère plus rapidement. Donc, on va peut-être l'accompagner avec quelque chose de solide, là, comme un muffin maison ou une galette déjeuner, par exemple. Qu'on peut avoir déjà mis dans le congélateur, comme les crêpes, pain doré, gaufres. Absolument. OK. Véronique, il y en a par contre qui n'ont pas faim le matin. Qu'est-ce que tu leur suggères? Quand on n'a pas faim en se levant, premier truc, c'est de mettre le déjeuner à la toute fin de la routine matinale. Donc, on n'essaye pas de manger en se levant. On peut commencer par s'habiller, se coiffer, se maquiller, préparer ses choses pour le travail, faire son lunch, s'occuper des enfants. Puis après avoir fait toutes ces choses-là, ça se peut que la faim finisse par apparaître. Si vraiment on est incapable d'avaler quoi que ce soit à la maison, ça peut être une bonne idée de s'amener quelque chose, soit pour manger sur le pouce ou au travail. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose avec nous. Parce que quand la faim va finir par apparaître, là, bien, au lieu de se ramasser devant la machine distributrice ou au café du coin, on va avoir quelque chose de plus nutritif avec nous. Troisième truc, c'est attention au café pris à jeun le matin. La cigarette peut avoir le même effet, ça va venir couper l'appétit. Donc, si on a de la difficulté à ressentir nos signaux de faim, on fait attention au café là, à jeun en se préparant le matin. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Puis, c'est bien de savoir aussi que plus on prend l'habitude de déjeuner le matin, plus la faim va se faire sentir en se levant le matin. Alors, Véronique, il faut déjeuner le matin. Ça va nous aider pour tout le reste de la journée, en fait. Absolument. C'est un repas aussi important que le dîner et le souper. Puis, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans la routine matinale, comme on s'habille puis on se brosse les dents. Merci, Véronique. Et j'imagine que si le temps, c'est un frein pour vous pour déjeuner, c'est peut-être un frein aussi pour la pratique de l'activité physique. Mais si on fait ça dans le confort de notre salon, bien, c'est peut-être une solution. On en parle avec Stéphane Ouimette. Le déplacement en auto ou en autobus pour se rendre à son activité physique peut doubler le temps qu'on peut accorder là, à la pratique d'une activité physique. Fait que oui, ça peut être assez démotivant. Alors peut-être que l'option, c'est de faire l'exercice à la maison, mais il faut être quand même attentif à ce qu'on fait à la maison. Stéphane, il y a quelques contraintes là, à respecter. Absolument. Donc, les programmes à la maison deviennent de plus en plus populaires justement parce que l'excuse qu'on reçoit le plus souvent en clinique de dire qu'on n'a pas le temps de faire de l'activité physique. Donc, c'est pourquoi qu'un bon programme à la maison, ça peut être pertinent, mais des petites choses importantes, non seulement pour améliorer la motivation, mais surtout pour s'assurer que le programme soit sécuritaire. Donc, ça prend un certain encadrement. Oui, mais en première chose, ce qui est important, c'est de déterminer quelle est l'intensité, la fréquence, le nombre de répétitions, quel exercice que je devrais faire, quel devrait venir avant quel, et aussi de déterminer quels sont les objectifs pour moi de faire mon activité physique. Si de faire de l'exercice en soi est mon objectif, c'est un petit peu moins pertinent d'être très précis, mais si j'ai des choses que je veux améliorer, première chose qui est importante, faire affaire avec un professionnel de la santé, donc justement faire une bonne évaluation, améliorer la motivation, mais surtout aussi pour préciser de façon à ce que les exercices soient pertinents à ce que je veux faire, puis qui vont maximiser les retours sur mon investissement en termes de temps. L'autre chose qui est importante, miser sur la sécurité, ça veut dire prendre notre temps, avoir une belle qualité de mouvement, puis surtout s'assurer de bien suivre les différentes recommandations. Je mentionne aussi aux gens, c'est important de mettre à l'agenda notre activité physique parce que sinon, c'est toujours la dernière chose qui se retrouve en bas de la liste parce qu'on n'a pas le temps nécessairement de le faire, mais aussi d'associer un endroit spécifique à laquelle on veut faire nos activités physiques. Donc, bien planifier, ça passe par ça, s'organiser et le mettre à notre agenda. Moi, j'aimerais ça revenir un peu sur l'idée qu'il faut consulter peut-être un professionnel de la santé. Est-ce que ça veut dire le consulter à tous les mois, une fois par année, une fois par semaine? Bien, ça va dépendre de nos objectifs. Donc, une personne qui va aller vers un sport excessivement élite va vouloir nous voir de façon beaucoup plus régulière, donc pour assurer de coordonner la planification. Ou une personne qui a des problématiques de santé particulières, on va suggérer de les voir un petit peu plus souvent. Puis souvent, on va dire aux gens, regarde, je veux vous voir un petit peu plus souvent au début, mais l'autonomie devient excessivement importante parce que c'est la récurrence qui fait la grande force d'un programme d'exercice. Donc, c'est de le faire sur une très longue période de temps et pas strictement pendant quelques semaines là, encadré par un professionnel. Alors, arrivons-en donc à l'entraînement maison. Quelles seraient les composantes à mettre à l'agenda pour l'entraînement maison? Il y en a 5 qui sont excessivement importantes. Évidemment, c'est l'échauffement qui est la première. Moi, je réfère souvent, c'est un peu comme partir de notre auto. Pourquoi on part notre auto avant d'embarquer dedans l'hiver? Bien, c'est parce qu'on veut augmenter sa température. C'est la même chose pour le corps humain. Améliorer aussi la circulation sanguine, donc que les différents liquides puissent bien passer. Et finalement, aussi des petits exercices de mobilisation, donc de bouger les articulations pour permettre justement de mieux les lubrifier, mieux les faire passer. Alors ça, c'est l'échauffement. Absolument. Donc 5 à 8 minutes pour notre échauffement. Puis ensuite, on va tomber, c'est
comme notre façon de bien gérer le stress qu'on va s'imposer, entre autres par des exercices cardiovasculaires. Donc, les exercices cardiovasculaires, il y en a deux types. Donc, un exercice d'intensité constante, qu'on appelle en continu, ou des exercices qui vont monter l'intensité, diminuer l'intensité. Et encore une fois, ça va varier de notre état de santé, puis ça va varier selon nos objectifs. Est-ce que j'ai vraiment besoin de travailler à une haute intensité ou est-ce que c'est sécuritaire pour moi de travailler à une haute intensité si, par exemple, j'ai une problématique de santé cardiovasculaire, diabétique ou un problème musculo-squelettique? Ou par exemple, si on vient d'avoir une opération, peut-être qu'il y a quelques contraintes là, à respecter. Donc, dans ce cas-là aussi, il y a les exercices de musculation qui sont importants, donc des exercices avec contre-résistance. Puis dites-vous que toute contraction musculaire, là, ça prend un beau positionnement, que la qualité de mouvement soit là. On va aussi évaluer le nombre de répétitions versus le nombre de résistances. Donc, plus la résistance est grande, donc le poids est élevé, plus on va diminuer le nombre de répétitions. On va aussi travailler avec les gens sur la vitesse de contraction musculaire, mais aussi de diversifier nos exercices pour ne pas toujours solliciter. Bien leur apprendre aussi que ça nécessite une journée de repos, par exemple, des conseils qu'on va donner sur base régulière. Alors, c'est ce que le professionnel va pouvoir mentionner là, quand tu disais le nombre de répétitions avec le poids. Des fois, on est un petit peu perdu par rapport à ça. Oui. Ça va nous outiller. C'est ça. Puis ensuite, bien, il y a les exercices de flexibilité. Souvent, ils sont mal utilisés. On les utilise en échauffement, on les utilise à la fin. Mais un exercice de flexibilité, ça a comme but de diminuer les tensions musculaires, améliorer ma posture, améliorer la fluidité du mouvement. Donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrale, pas pour ce qu'on vient de faire dans notre plan d'exercice, mais comme étant un outil à même terme que la musculation ou à même terme que les exercices cardiovasculaires. Et finalement, c'est important de faire un petit retour au calme. On vit dans une société excessivement stressée et souvent, je dis aux gens, vous avez bien beau faire les plus bels exercices au monde, si vous ne gérez pas votre stress, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, prendre le temps de diminuer notre stress, l'utiliser comme un outil. Et tu nous as donc parlé des composantes. Mais est-ce que c'est important de les faire dans cet ordre-là? Oui, en fait, ça l'est. Par exemple, pour une personne qui est diabétique, on sait qu'on va suggérer de faire la musculation en premier plutôt et les exercices cardiovasculaires second. C'est parce que la contraction musculaire va faire augmenter la glycémie, tandis que le cardio va faire diminuer la glycémie. Donc, ça peut amener vers une hypoglycémie pendant l'exercice. Une personne qui est atteinte de maladie cardiovasculaire, on va leur suggérer de le faire en premier parce que le corps a besoin de plus d'échauffement et de miser sur les exercices cardiovasculaires qui vont leur permettre de mieux vivre le stress qui va venir dans les exercices de musculation. Une personne en exercice thérapeutique, donc j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la hanche, j'ai mal partout, moi, je vais leur suggérer de faire les étirements en premier, permettre à l'articulation de mieux bouger. Et ça va améliorer la qualité de mouvement quand je vais passer vers un exercice de musculation. Puis finalement, bien, si on veut perdre du poids, c'est important justement d'aller vers la musculation en premier et ensuite vers les exercices cardiovasculaires en deuxième. D'ailleurs, ça, on va en parler la semaine prochaine, plus précisément. Et ta recommandation de la semaine pour terminer rapidement? Bien, en fait, moi, je dis toujours, toute contraction musculaire commence par la contraction du transverse de l'abdomen. Donc, serrer les abdominaux, s'assurer que le dos reste droit, que ce soit pendant qu'on plie le coude ou pendant qu'on fait un développé ou pendant qu'on utilise le muscle du tronc. Si la qualité du mouvement, on veut qu'elle soit précise, il faut absolument recruter les muscles profonds, prendre notre temps, bien sentir notre exercice. C'est là qui est beaucoup plus sécuritaire. Alors, on prend conscience de l'exercice qu'on est en train de faire. Merci, Stéphane. Restez là. On va aller rejoindre Audrey Saint-Onge pour parler du lâcher-prise. Savoir lâcher prise pourrait nous aider à mieux vivre au quotidien, mais c'est peut-être pas si facile que ça. Alors, Audrey, on a besoin de toi. Des fois, dans les épreuves difficiles, on peut se sentir frustré, découragé, en perte de contrôle. On peut sentir qu'on ne peut rien faire pour améliorer la situation. Mais même dans les pires épreuves, on peut toujours faire des choses pour se sentir mieux, vivre moins de détresse et ainsi passer au travers l'épreuve plus facilement. Alors, ça nous aide à passer à travers les épreuves plus facilement. Ça a des avantages, mais est-ce qu'on peut être confus un petit peu en pensant que lâcher prise, c'est un peu comme abandonner? C'est possible d'être confus un peu, mais lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est simplement arrêter de se battre contre la réalité, arrêter de s'obstiner contre quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Et d'une façon un peu surprenante, ça va nous amener un sentiment de contrôle, mais sur nous-mêmes. Donc, dans quelle situation peut-être on devrait apprendre à mieux lâcher prise? Oui, c'est une bonne question parce que c'est pas dans toutes les situations qu'il faut faire ça. La question que vous devez vous poser pour savoir est-ce qu'en ce moment je devrais lâcher prise, c'est est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation? Par exemple, je vis un conflit avec un patron au travail. Puis je me demande est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation? Si la réponse est oui,
Par exemple, je pourrais aller lui parler. Bien là, ce n'est pas le moment de lâcher prise parce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour régler le problème. Donc là, c'est de poser des gestes concrets, par exemple, aller parler à mon patron. Par contre, si j'ai déjà parlé à mon patron, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait d'autres choses et ça n'a toujours pas fonctionné, mais peut-être que là, je pourrais arriver à la conclusion que non, je ne peux pas changer la situation et c'est là que le lâcher-prise va être utile. Je peux vous donner d'autres exemples plus concrets. C'est le lâcher-prise et l'acceptation qui permet de passer au travers d'un deuil, par exemple. La perte d'un être cher, donc de se battre contre la perte ne va pas ramener l'être cher, évidemment. Ici, on parle d'un processus qui peut durer des mois, voire des années. Mais le lâcher-prise, ça peut se faire au quotidien. Qui n'a pas déjà été pris dans le trafic le matin et avec la pensée en tête, je vais arriver en retard au travail? Est-ce que me fâcher contre le trafic et m'obstiner contre le trafic fait que le trafic va disparaître et que je vais arriver à l'heure? Non, pas du tout. Donc, c'est là que le lâcher-prise peut aussi être utile. Tu parles de trafic, mais même avec la météo, des fois, on a des journées un peu plus maussades. Il pleut, finalement, on doit annuler nos activités. À un moment donné, il faut lâcher prise là aussi. Oui, effectivement, parce que sinon, c'est à nous que ça nuit le plus parce qu'on va gâcher notre journée parce qu'on n'est pas content contre la météo. Donc, par exemple, mise en situation, vous vous levez, vous voulez aller à la plage, vous voyez qu'il pleut. Donc, à l'écran, ce qu'on peut voir, c'est deux façons de penser différentes par rapport à la pluie. Donc, une façon qui n'est pas de l'acceptation, qui est de l'obstination, ça serait de vous dire, par exemple, « Ah, j'aime pas la pluie, je souhaiterais qu'il ne pleuve pas. S'il ne pleuvait pas, ma journée irait mieux. Pourquoi c'est comme ça tous les jours? Pourquoi c'est sur moi qu'il pleut quand moi, ce que je veux, c'est du soleil? » Donc, on m'entend, là, il y a de la frustration, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée, puis pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de faire une activité plaisante. À la place qu'on vise avec l'acceptation, c'est avoir une pensée un peu plus neutre puis un peu plus collée sur la réalité qui peut être tout simplement, bien, en effet, il pleut. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour passer une bonne journée quand même? Mais ça, c'est un choix volontaire, ça ne se fait pas tout seul. Alors, c'est comme de s'attraper. Là. Tu parles de choix volontaire pour lâcher prise. Comment, donc, on arrive à faire ce choix volontaire? C'est sûr que de reconnaître qu'en ce moment, vous êtes en train de vous obstiner dans votre tête, c'est la première étape. Mais par la suite, il y a des stratégies qui peuvent vous aider. Par exemple, dire à haute voix, « Bon, bien là, je n'ai pas le choix d'accepter qu'il pleut. » Et de le dire à répétition jusqu'à temps qu'on l'accepte, ça peut aider. Pour des situations peut-être plus grandes, de l'écrire sur papier en détail aussi, ça permet de le faire rentrer dans sa tête qu'il faut accepter. Principe important, on accepte seulement ce qui est dans le moment présent. Donc, aujourd'hui, il pleut. On n'est pas en train de se dire « il va pleuvoir tout le reste de ma vie ». Donc, on n'est pas fataliste, on reste dans le moment présent. Puis on est bons, les humains, pour voir ça plus gros que ce l'est. Là. Fait qu'on se ramène à c'est juste maintenant, en fait, qu'il pleut. Demain, ça peut être une toute autre journée. Effectivement. Puis c'est qu'aujourd'hui, il pleut. Donc, une autre stratégie, c'est faire avec ce que j'ai. Donc, il pleut. Est-ce que ça veut dire que toute ma journée tombe à l'eau, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots? Non, pas nécessairement. Vous pouvez faire d'autres activités. Donc, ça peut être pour le trafic, par exemple. Bon, bien, je vais arriver en retard. Bien, je vais faire ma journée avec et c'est pas vrai que ma journée sera pas belle parce qu'il y a du trafic ce matin. Bien non, pas du tout. C'est aussi d'accepter la réalité telle qu'elle est. Effectivement, puis ça ne veut pas dire ne pas vivre d'émotions négatives. Donc, il y a des gens qui disent, bien, si j'accepte, je ne vais pas me sentir triste, je ne vais pas me sentir déçue, je ne vais pas me sentir en colère. C'est correct d'être frustré, c'est correct d'avoir de la peine quand quelque chose qu'on voulait, par exemple, n'arrive pas. Donc, c'est de se permettre de vivre ces émotions-là, mais en investissant notre énergie dans des activités sur lesquelles on a le contrôle et de ne pas rester centré uniquement sur le problème. Donc, de s'investir dans d'autres activités. Puis, évidemment, ça demande beaucoup d'efforts. Hein? On ne peut pas juste faire ça une seule journée et tout va être beau. Non, effectivement, ce n'est pas magique. Donc, souvent, on dit aux gens, il faut accepter. Là, vous allez recommencer à vous obstiner, de vous réattraper à vous obstiner et de revenir vers l'acceptation encore et encore. Et à un moment donné, ça devient un réflexe. Donc, à force de le faire pour une chose, on finit par accepter. On est meilleur pour accepter d'autres choses qui se passent dans notre vie. On devient bon. On est capable de devenir bon. Merci, Audrey. Puis, je pense qu'il y a un très bon exemple d'acceptation qui suit. En fait, je m'entretiens avec Elliot Marcil, qui, lui, a réussi à accepter sa transsexualité. Merci à notre partenaire. Question Santé est réalisée dans une maison modèle de construction La Vérandrie. De plus en plus dans notre société, on s'ouvre sur la transsexualité. Par contre, on voit surtout des femmes transgenres. Alors moi, j'ai eu envie de donner un peu plus de visibilité à un homme transgenre.
Elliot Marcil, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Mais Elliot, t'en es où dans ton processus? Tu as 23 ans aujourd'hui, tu parais comme un homme. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Mais dès ton enfance, là, toi, tu avais cette impression que tu étais un homme, par contre. Oui, moi, j'ai découvert très jeune que j'étais trans. Veux pas, j'ai découvert que j'étais trans vers les années 2000. Je suis né en 97. Donc, tu avais 3 ans à peu quand tu près, avais ouais. l'impression que tu étais déjà un homme. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dit à ta maman, d'ailleurs? À vrai dire, j'avais dit à ma maman que mon pénis allait allonger. J'ai juste des sœurs, j'en ai 5. Donc, j'avais pas beaucoup de garçons chez moi. Puis j'ai dit à ma mère, mon pénis va allonger un jour. Puis ma mère a fait, de quoi tu parles? Comment ça marche pas? C'est une vulve. Donc, c'est ça. Puis ça a resté. Et là, bon, la puberté arrive. J'imagine que tu te poses certaines questions davantage. Oh oui, c'est certain. Veux pas, tu vois les autres changer, tu vois les gars changer aussi avec la voix qui mue, puis les seins, puis les menstruations. Dans le fond, c'est très, comment qu'on pourrait dire, difficile à vivre parce que là, tu es comme, OK, je suis pas sûr de comment mon corps fonctionne. Déjà que c'est déjà pour une personne cis, c'est déjà un gros défi, mais pour une personne trans, c'est encore plus parce que là, tu es comme, OK, je veux pas ces changements-là. Moi, je veux être comme lui, qui a la voix qui craque comme ça, là, puis la barbe, puis finalement, oh, non, tu as d'autres choses à la place. Oui. Est-ce que tu te posais beaucoup de questions à l'adolescence ou c'était clair pour toi là, que tu voulais être un homme ou ça t'a permis de te remettre en question toute cette période-là? Je dirais que vers l'âge de 8 ans, j'étais très certain que je voulais être un homme, au point où que moi et ma mère, on a discuté de la transition. Puis, dans le temps, on ne connaissait pas ça. On connaissait beaucoup la femme trans, par exemple, mais pas beaucoup de jeunes trans non plus, un peu comme les hommes trans. Donc, ma mère, elle me dit, « Ah, ben peut-être vers 18 ans, tu vas pouvoir faire ces changements-là, parce qu'elle pensait que c'était vers l'âge de 18 ans qu'on pouvait commencer les démarches. Ce qui est faux, qu'on peut commencer très jeune avec une transition sociale. Donc, vers cet âge-là, on a parlé. Finalement, j'ai vécu un peu d'intimidation avec mes amis qui disaient que je ne pouvais pas être un homme trans si j'étais 5 et 1 à l'époque, puisque j'étais pas assez grand, puis parce que je suis roux, puis que mes amis n'aimaient pas les hommes roux. Pauvre Ed Sheeran. Donc, j'ai tassé l'idée, puis je me suis dit, ah, ben peut-être que je suis lesbienne, parce que j'ai remarqué que j'avais une préférence pour les femmes. Oui. Alors, à 18 ans, finalement, tu entames les démarches pour devenir un réel homme trans. Tu as commencé à faire certaines chirurgies. Oui, dans le fond, j'ai commencé ma transition à l'âge de 18 ans avec une transition sociale. Donc, j'ai commencé avec plus de neutralité, plus dans l'androgyne. Puis après ça, vraiment, j'ai acheté mon premier binder, qui est un vêtement compressif, qui est ça ici. Donc, dans le fond, ça permet d'avoir une poitrine plat. Oui. C'est très serré. Puis c'est fait pour les hommes trans, aussi pour des femmes qui ont une plus grosse poitrine puis qui ne veulent pas nécessairement, puis qui n'ont pas accès à une réduction mammaire. Donc, c'est ça que je portais pendant plusieurs années. 2 ans, donc en 2017, j'ai commencé l'hormonothérapie. Donc, ça fait 2 ans que je suis sur la testostérone. Puis en 2018, j'ai fait la mastectomie, donc la chirurgie de la poitrine. Comment tu vis avec ces changements-là jusqu'à maintenant? Je vis très bien. À vrai dire, mon estime a beaucoup augmenté. Ah oui? Je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même, avec ma blonde aussi, avec mes amis. J'étais une personne très renfermée. Maintenant, je suis beaucoup plus extériorisée, puis j'adore ça. Il y a d'autres chirurgies qui peuvent s'en venir aussi pour toi? Oui, dans le fond, je suis en attente pour l'hystérectomie et la phalloplastie. Et l'hystérectomie, donc, c'est préalable à la phalloplastie? Oui, c'est préalable à la phalloplastie, mais c'est pas préalable à la méta. OK. Méta, peux-tu nous expliquer un peu les différences là, entre toutes ces chirurgies? Oui, dans le fond, l'hystérectomie, c'est comme pour une femme qui a des problèmes à l'utérus. C'est enlever l'utérus et le système reproductif en gardant la cavité vaginale. Donc, moi, dans mon cas, j'enlève seulement l'utérus et je garde les ovaires pour pouvoir avoir
un taux d'hormones féminines quand même quand que je vais être plus vieux, puis si j'ai des problématiques avec la testostérone. Parce que ça peut poser des enjeux sur ma santé si j'ai pas d'hormones. Puis dans le fond, la méta, je suis pas capable de prononcer le mot au complet. Là. Je pense que c'est métaiodoplastie. Oui, ça, dans le fond, c'est la masculinisation du vagin et de la vulve. Donc, dans le fond, tu peux garder ta cavité vaginale et ton utérus, puis il allonge ton clitoris pour avoir un aspect plus masculin, ou tu peux même fermer la cavité vaginale, puis avoir l'hystérectomie et avoir, dans le fond, des testicules et un scrotum. OK. Et là, après, on peut aller jusqu'à la phalloplastie. Oui. La phalloplastie est la chirurgie la plus difficile et la plus compromettante sur ta santé. Donc, dans le fond, c'est l'allongement du clitoris avec l'urètre et, dans le fond, la formation d'un phallus avec une prothèse pénienne et le scrotum. Pour permettre l'érection. L'érection et la pénétration. Voilà. C'est qu'on ne peut pas faire avec la méta. Voilà. Elliot Marcil, donc tu as 23 ans maintenant. Oui. Toi, tu as eu accès aux services dans les dernières années. Ces services-là, ils étaient moins connus avant. C'est quoi l'état des services en Outaouais pour ça maintenant? L'état des services en Outaouais sont pas très bons. À vrai dire, si on appelle le CLSC puis qu'on leur demande qu'on est en crise suicidaire parce que nous avons des doutes sur notre orientation du genre, puis qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'aide, dans le fond, qu'il faut juste aller voir un médecin, puis à partir de là, peut-être qu'on aurait des solutions, mais sinon, il n'y a pas grand aide. Non plus, nous, les personnes trans, on doit avoir plusieurs spécialistes, comme des psys pour avoir des diagnostics, puis pour avoir des lettres de recommandation pour les chirurgies. En plus, nous avons besoin d'endocrinologues pour pouvoir gérer l'hormonothérapie. Oui, alors c'est beaucoup de services qui sont nécessaires, mais Oui. pas assez en Outaouais. On souhaite que ça s'améliore dans les prochaines années. Oui. Merci, Elliot. Ça fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. On parlera de poids, notamment.